Pays de l'histoire et terre carrefour, le Maroc a toujours évolué dans l'appartenance, dans la pluralité, l'inclusion et la transmission. Attaché à la tradition séculaire, car il n'y a pas d'essor, il n'y a pas de développement sans ancrage dans une appartenance collective qui liée à des générations futures. Et lorsqu'on parle de développement, on parle de trois fondements ou facultés qui réalisent le développement, à savoir l'observation, la concentration et l'action. Donc, aujourd'hui, nous allons faire une lecture analytique, descriptive du nouveau modèle de développement national. Pour ce faire, nous avons invité professeur Zakaria Abou-Dahab, professeur de l'université Mohamed V. Sa carrière combine le droit public, les relations internationales, les sciences politiques et les finances. Il a enseigné dans de nombreuses universités et institutions. Il a été aussi vice-doyen de l'université de droit à Rabat, Agdal, de 2013 à 2018, où il a exercé plusieurs responsabilités, y compris responsable de la recherche, de la coopération et du partenariat. Il a également été doyen par intérim entre 2018 et 2019 et il est chercheur associé à l'Institut royal des études stratégiques et expert évaluateur au National Center for Scientific and Research. Il a écrit plusieurs articles, plusieurs ouvrages, et aussi il est membre de l'ICRDESI, notre Institut canado-marocain des études de recherche sur l'immigration et l'interculturalité. Bienvenue, chers collègues, cher monsieur Zakaria Abou-Dahab. Merci énormément, cher docteur Fayrouz, pour cette belle présentation, cette belle entrée en matière, tout en douceur, et qui promet un débat et un partage très riche. Merci beaucoup. Donc, comme je viens de mentionner, nous allons débattre de façon plus ou moins exhaustive ce modèle de développement national qui est porteur d'une vision très ambitieuse pour notre avenir, pour l'avenir du Maroc. Donc, il comprend plusieurs axes qui montrent une certaine transformation et aussi qui vise la restauration de la confiance entre citoyens et citoyennes, dans le but, bien sûr, la réussite et l'essor du pays sur tous les plans. Donc, premièrement, ou première question, est-ce qu'on peut d'abord commencer par une certaine réévaluation des anciens modèles de développement national, juste pour faire un état des lieux? Alors, merci encore une fois, cher Fayrouz. Alors, justement, la question préjudicielle, pourrait-on dire, est-ce que le Maroc avait réellement un modèle de développement auparavant, c'est-à-dire d'ici à 20 ans? Les avis ne sont pas partagés sur cette question-là, mais supposons que nous en avions depuis au moins 99, au moment où Sa Majesté le roi Mohamed VI a succédé à feu le roi Hassan II en juillet 99. Donc il y a eu toute une dynamique qui a été enclenchée, il faut le dire. Et surtout, moi je crois que le déclic avait eu lieu au moment où le roi avait décrété ou proposé cette fameuse initiative nationale de développement humain. C'était consécutivement aux attentats du 16 mai 2003 à Casablanca. Mais quelques années auparavant, c'était en octobre 1999, il a même proposé un nouveau concept de l'autorité pour une réforme de l'administration qui puisse être ancrée socialement, plus proche des citoyens, etc. Alors, après le lancement de cette fameuse initiative nationale de développement humain, il y a eu le rapport du seuil cantonal. Ça, c'est très important. En 2005, le roi avait convié toutes les parties prenantes, les partis politiques, le gouvernement, le parlement, les instances représentatives, les intellectuels, à réfléchir profondément sur 50 ans d'indépendance de 56 à 2006 au Maroc et imaginer une sorte de feuille de route qui puisse être ambitieuse, inclusive et qui sache mettre le Maroc sur les rails de développement. C'est très important. Donc, le rapport qui est venu à ce moment-là
avait identifié un certain nombre de nœuds, de blocages qui handicapaient, si vous voulez, le processus de développement du Maroc, la question de la gouvernance, la question de l'état de droit, la qualité des institutions, le capital humain, malheureusement nous y reviendrons, qui est quand même extrêmement central dans cette démarche. Et alors petit à petit, on va dire qu'on a un peu cumulé les expériences et les politiques, mais il faut dire que aussi, et avoir le courage de le dire, puisque Sa Majesté le Roi en 2017, au moment du discours sur l'ouverture de la législature de l'automne en octobre 2017, avait dit « Moi, je veux que la Commission se penche sur un travail sérieux et qu'elle rende des conclusions véridiques, c'est-à-dire sans aller dans le sens du poil, sans caresser dans le sens du poil. » Après plusieurs années, il s'est avéré que les politiques antérieures n'avaient pas atteint les objectifs pour lesquels elles ont été instaurées ou mises en place, et qu'il fallait quelque part dégager, je crois, une vision globale qui prenne en considération nouvelle conjoncture mondiale, dynamique territoriale, etc., et qui sache, encore une fois, recentrer, c'est peut-être le mot-clé, le capital humain au cœur de tout processus de développement. Tout à fait. Nous sommes d'accord que le Maroc a réalisé des progrès manifestes mondialement reconnus. En revanche, le modèle national, l'ancien modèle, s'avère inapte pour suivre ces réalisations. Donc, à votre avis, vous, en tant qu'expert en Sciences Po, et puis, quelles sont les choses qu'on doit mettre en place, en phase, pour vraiment réaliser et concrétiser les axes de ce nouveau modèle de développement national? Bien. Alors, effectivement, le problème du Maroc, c'est vulnérabilité. On peut, par exemple, parler d'indicateurs qui ont identifié un certain nombre d'insuffisances sur le plan surtout social. Par exemple, si vous prenez, Madame Fayrouz, l'indicateur de développement humain, en dépit des efforts fournis par le Maroc depuis au moins 99 jusqu'à aujourd'hui, malheureusement, ne sont pas bien classés. En général, la moyenne, c'est 110, 112, 120 sur 193 pays quand même. Ce n'est pas honorable pour le Maroc. Donc, il y a des vulnérabilités. Il y a le problème de la ruralité, c'est-à-dire l'enclavement rural, les campagnes. J'allais vous poser la question sur ce Exactement. Surtout Exactement. que les Marocains, Oui. lorsqu'on parle du Maroc, on parle de 60% des Tout Marocains. à fait. Il faut créer des zones urbaines, de nouvelles zones urbaines. Et comme vous le savez, nous sommes au Canada, mais quand même, je visite d'autres pays, y compris les États-Unis, la Californie par exemple. Vous remarquez en plein ferme, c'est-à-dire au milieu des fermes, vous trouverez des écoles, des garderies, des stations de sport, stations d'essence. Ça veut dire, là, on trouve des zones urbaines. Voilà. Tout à fait. Tout à fait, moi je suis tout à fait d'accord. Ça a été depuis longtemps, cher Fayrouz. C'est-à-dire, si vous revenez au rapport les années 50, pas les années 50, pardon, les années 80 surtout, parce qu'on avait quand même connu les fameux programmes d'ajustement structurel dictés par la Banque mondiale et le Fonds monétaire international, parce qu'il y a eu des déséquilibres criants sur le plan des qu'on appelle les fondamentaux macroéconomiques. Mais cette question des déséquilibres structurels entre la campagne et le milieu citadin ou urbain avait été soulignée par beaucoup d'économistes, notamment ceux qui ont travaillé sur l'économie rurale. Alors ça, d'une part. Nous avons pas mal d'insuffisances sur le plan, par exemple, des infrastructures hospitalières, sur le plan des infrastructures scolaires, parce que en dépit, encore une fois, des efforts fournis, le taux de l'analphabétisme des populations, notamment au milieu rural et ce qui touche surtout les filles, les petites filles, fait que le Maroc, encore une fois, est handicapé sur ce point-là. Donc, on peut citer d'autres exemples, mais je crois que l'avantage de ce genre de réflexion, c'est qu'on parvient à identifier, opérer ce qu'on appelle un diagnostic approfondi, analyser la situation et après préconiser des propositions opérationnelles. Tout à fait. Et comme vous avez mentionné au départ, on a un problème social et cela nécessite une politique sociale. Il faut changer le paradigme. Vraiment, comment on peut atteindre l'idéal de la démocratie qui doit être inscrit dans une société interne. C'est-à-dire, il doit être interne. Parce que lorsqu'on parle de la démocratie, c'est très difficile de l'atteindre
mais quand même, ça peut réduire les écarts et les disparités catégorielles parce que c'est une chose qui bloque le développement. Et on va donner un exemple concret. Par exemple, des jeunes, et nous savons que le potentiel, vraiment, le potentiel d'un pays, c'est la jeunesse, c'est les ressources humaines. Et le Maroc, vraiment, est très riche en la matière. Un jeune issu d'une famille modeste, il peut mener des études plus poussées, approfondies. Un jour, il va peut-être trouver des obstacles et des entraves dues à la corruption parce que il doit, par exemple, donner de l'argent à l'administration, à quelqu'un qui travaille dans l'administration pour avoir un poste. Donc, voilà. Donc, c'est voilà. Il est ambitieux, il est motivé, il veut travailler le pays, et c'est le cas de la majorité de nos jeunes, mais voilà l'obstacle. Donc, il faut combattre vraiment comment dire, ce fléau. Le fléau qui va pas nous aider pour vraiment réussir et concrétiser les nouveaux, en fait, le nouveau modèle national ou d'autres mesures établies par l'État et par le roi, Sa Majesté le roi Mohamed VI. Donc, voilà. Qu'est-ce que vous en pensez? Tout à fait, cher Félouz, vous avez mis le doigt sur cette vulnérabilité majeure, la problématique sociale ou sociétale. On peut utiliser, par exemple, des indicateurs ou du calcul, de la quantification. Il faut quand même dire une chose, et vous serez certainement d'accord, il faut responsabiliser les acteurs directs et les premiers responsables du développement au Maroc, et notamment, c'est-à-dire les acteurs politiques qui, à un moment donné, vont proposer un programme gouvernemental. Une fois au pouvoir, il faut au moins, durant 5 ans, leur mandat, qu'ils raccourcissent les écarts, qu'ils les réduisent. Or, qu'est-ce que nous constatons? Dès qu'un parti politique ou des partis politiques constituent une coalition gouvernementale, ils sont un peu plongés dans des complexités, dans des problématiques partisanes, etc. Ce qui fait que nos citoyens, si vous voulez, électeurs aussi, on n'a pas de visibilité sur le bilan gouvernemental qui, après 5 ans, ne présente pas grand-chose. Évidemment, il faut qu'on soit, donc on relativise un peu, mais pour que le citoyen lui-même ait confiance dans les institutions, dans la vie politique, etc., il faut qu'il voit du concret devant lui. Donc, c'est-à-dire le bilan, je vais dire, sur le plan de la scolarisation, j'ai fait ceci et cela. Sur le plan de la protection sociale, j'ai fait ceci et cela. Sur le plan des infrastructures sociales de façon générale, et ainsi de suite. Sur ce point, il faut dire que le rapport, d'ailleurs, il a parlé beaucoup de la confiance dans les institutions, de ce lien social qui doit être refondé et de la responsabilisation des acteurs. Certes, il ne s'agit pas d'une responsabilité exclusive ou univoque, elle est partagée, mais quand même, le gouvernement, c'est le fer de lance des chantiers, des réformes. Sa Majesté fait de son mieux pour combler pas mal d'écarts et nous rattraper sur pas mal de chantiers, mais quand même, moi je crois que le gouvernement doit faire plus pour qu'il atteigne les objectifs souhaités. Et ça sera ma question. Vous voyez que le timing ou le temps de lancement de ce nouveau modèle est stratégique parce que ça va coïncider avec les nouvelles élections, pardon. Donc, ça va quand même être, on peut le considérer comme une carte de route pour le gouvernement et pour les électeurs afin de vraiment concrétiser ces axes pour le développement de la société. Voilà, l'État a mis en place cette carte de route pour que le gouvernement, bien sûr, prenne en considération les failles, les défaillances qu'on doit vraiment affronter et trouver des solutions. Tout à fait, cher Férouz. Alors, en politique publique, vous le savez, il y a ce qu'on appelle le path dependence, c'est-à-dire la dépendance au chemin emprunté. C'est une stratégie, à mon sens, sur le long terme, puisque l'horizon 2035 a été fixé comme un horizon à long terme ou de long terme pour atteindre quelques objectifs. Par exemple, doubler le produit intérieur brut, etc., etc., etc. Chaque gouvernement, quelle que soit sa couleur politique, normalement, une fois installé, doit prendre en considération cette réforme structurelle et essayer de l'implémenter, mais avec une évaluation des indicateurs et des performances. Il faut quand même que l'on fasse un travail d'ingénierie sociale, politique. Et pour cela, on aura besoin de beaucoup d'expertise
qui peuvent contribuer précisément à rendre accessibles les objectifs qui ont été fixés. Mentionné. Oui, vous avez raison. On voit la vision ambitieuse, la vision vers l'avenir, 2035. Mais prévoir ces objectifs à long terme, on ne va pas attendre le résultat 2035. Donc, Tout c'est à fait. ici peut-être qu'il faut mettre en place une évaluation chaque 5 ans. Donc, 2020, 2025, 2030 et 2035. Et déterminer les chiffres visés pour chaque 5 ans. Donc, ça sera quand même peut-être une façon, qu'est-ce que vous en pensez, une façon de vraiment bien répondre à chaque objectif. Tout à fait. Moi, je suis d'accord avec vous. Alors, le plus important, c'est que cette feuille de route, comme vous avez dit tout à l'heure, roadmap en quelque sorte, ou carte mentale, mobilise les énergies. Elle permet d'établir une sorte de fixation, une vision, c'est important pour un pays à l'échelle nationale, un pays quand même qui a une profondeur civilisationnelle et culturelle, le Maroc, notre royaume, qui est très ancré sur le plan régional, qui a beaucoup de connexions avec le continent, etc. Ça, c'est la dimension géopolitique. Mais le Maroc ne vit pas seul. Ça veut dire que 2035 aujourd'hui, dans un monde où l'histoire s'est beaucoup accélérée, depuis 89, comme on le dit, après la chute du mur de Berlin, peut-être on sera obligé, dans 2-3 ans, ça dépend, de réviser un certain nombre déjà d'objectifs. Vous voyez, par exemple, la pandémie de la Covid. Tout à fait. Donc, moi, je crois que c'est une démarche qui est continue. Mais il y a les grands objectifs. Moi, je crois, quelle que soit la contingence ou la conjoncture, par exemple l'alphabétisation de la population, les infrastructures routières, etc., doivent continuer. Après, il faut adapter le plan ou la feuille de route en fonction de la conjoncture régionale, mondiale, nationale aussi. Mais c'est une feuille de route qui est ambitieuse, mais elle reste quand même insuffisante si elle n'est pas complétée, vous serez d'accord avec moi, par d'autres actions qui doivent donc s'ajouter à cette feuille de route pour optimiser le rendement. Effectivement, parce que là aussi nous mène vers, qu'en-est-il de la bonne gouvernance? Parce que la gouvernance, c'est comment dirais-je, cette étude, cette analyse des cas, c'est trouver des solutions, c'est de bien gérer, c'est de la gestion d'un territoire donné, c'est la coordination entre le secteur privé et public pour la société commune. Donc, travailler de façon horizontale et verticale, nationale, régionale et rurale, autrement dit. Mais qui va peut-être financer pour la réalisation de ce projet, à savoir la concrétisation de nouveaux modèles nationaux? Qui peut financer? Effectivement, pour ce genre de projet, vous savez, il y a ce qu'on appelle l'ingénierie financière qui est appelée à la rescousse. Il y a les montages financiers. Déjà, on parle des 3 PPP, des 3 P, c'est-à-dire partenariat public-privé, mobilisation de ressources internes, peut-être un endettement qui serait sur le long terme productif. On peut tolérer parfois certaines marges tout en prenant en considération les engagements financiers du Maroc par rapport au Fonds monétaire international, par rapport aux bailleurs de fonds. Il y a également possibilité d'accéder à des lignes de financement au niveau international. La Banque mondiale déjà s'est exprimée favorablement sur ce point-là. Nous avons des partenaires, par exemple, comme la France, qui s'est dit prête à accompagner, soutenir le Maroc dans cette démarche-là. On peut également parler du partenariat marocain avec l'Union européenne, la Banque centrale européenne, les facilités d'investissement, etc. Le Maroc étant un pays africain aussi, il a la possibilité d'accéder à des lignes de financement permises par la Banque africaine de développement, qui est le premier pourvoyeur en termes de soutien financier au Maroc. On peut également ici évoquer le partenariat du Maroc avec les pays du CCG, le Conseil de coopération du Golfe. Nous avons le Fonds koweïtien, par exemple, le Fonds koweïtien de développement économique et social, qui est intervenu sur pas mal de projets. Moi, je crois, docteur Fayrouz. Pardon, oui? Cher docteur Zakaria, est-ce que l'accord militaire avec les États-Unis qui a duré 10 ans peut aider aussi le financement de ce projet, sachant que les États-Unis a déjà établi son budget pour l'année dernière, donc c'est déjà
J'ai pas les chiffres exacts, mais d'après mes recherches, ils ont déjà fixé leur budget, les projets en cours pour l'année prochaine, pardon. Donc voilà, qu'est-ce que vous en pensez? Oui, absolument. On a constaté il y a quelques années, je crois depuis 2015 au moins, du temps de M. Barack Obama, la budgétisation des provinces du Sud marocaines. Ça veut dire que le Congrès américain valide le soutien apporté à ces provinces du Sud. Donc, sur le plan financier, c'est très important pour mener des actions de type social ou autre. Les États-Unis, depuis quelques années, au moins depuis 2006, avec la mise en place de l'Agence de partenariat pour le progrès, qui a été instituée à la suite du Millennium Challenge Account, le Maroc étant élu, a en bénéficié. Et déjà, une première ligne de financement de 750 millions de dollars a été débloquée. Et nous sommes maintenant dans la deuxième tranche, la deuxième phase, c'est-à-dire on a encore débloqué des fonds dans ce cadre-là. Avec les États-Unis, nous avons un dialogue stratégique qui a été lancé en 2013. Et avec aujourd'hui toute cette problématique heureuse découlant de la reconnaissance de la marocanité du Sahara par les États-Unis, je crois, et d'après même des déclarations officielles, c'est que les États-Unis ont décidé de créer un consulat à Dakhla à des fins économiques. Ce que nous attendons aujourd'hui, c'est que la nouvelle administration Biden puisse donner un contenu concret à cette démarche et s'adosser à cette feuille de route ambitieuse pour soutenir le Maroc dans cette quête-là, sachant bien qu'au-delà de ce que j'ai dit tout à l'heure, l'Agence de partenariat pour le progrès, nous avons un accord de libre-échange avec la première puissance économique mondiale, qui a été conclu en 2004, entré en vigueur en 2006, qui pourrait aussi être utilisé comme une sorte de vecteur pour apporter du soutien au Maroc dans cette quête-là. Très bien. Et là, quand j'ai mentionné au début, j'ai décelé ou j'ai trouvé un paragraphe qui résume les grands axes de ce nouveau modèle. Je cite, et là, j'aimerais quand même que vous nous aider les spectateurs pour décortiquer quelques mots clés. Je cite, libérer les énergies pour la consolidation des capacités des citoyennes et des citoyens. Donc là, on a le mot consolidation des capacités et libérer les énergies. Là, on parle de quelle énergie exacte? Est-ce que c'est une énergie humaine, sociale, etc. Anticiper les évolutions du monde pour mieux en saisir les opportunités et en réduire les risques. Là, on parle de quel risque exact? Et diffuser les initiatives locales innovantes propre à un pays porté par sa jeunesse. Donc ici, on voit l'importance et le rôle prépondérant de nos jeunes pour vraiment l'essor de notre pays, sanctuariser les libertés individuelles et collectives dans un cadre, bien sûr, de confiance. À vous la parole. Quel beau passage, Férouz, puisqu'il a une connotation même littéraire, évocatrice, incantatoire. Et je sais que vous vous intéressez beaucoup à la poésie. On va être dans cette démarche méthodique. On prend la matrice SWOT, c'est-à-dire alors strength, les forces, les faiblesses, les opportunités, les menaces. Oui, c'est une matrice qui est très simple. Hein? Force, faiblesse, opportunité, menace. C'est à 4 dimensions. Nous avons beaucoup de points de force, si vous voulez, qui peuvent être mis à contribution pour atteindre l'optimum. Position géographique, des partenariats multiples, une jeunesse importante, un territoire attractif, des institutions qui sont importantes, leadership royal, tout ce qu'on veut. Fiable. Absolument. Mais nous avons aussi weaknesses, des faiblesses. Vous voyez, vulnérabilité sociale, problème de déficience territoriale, tout à fait. Décrochage scolaire, tout ce qui vraiment… Exactement. La précarité. Il y a aussi des opportunités qui ne sont pas toujours utilisées, c'est-à-dire comment faire en sorte que, par exemple, les Marocains résidant à l'étranger, que vous représentez aussi merveilleusement, puissent contribuer de façon active au développement de leur pays. Ce sont des forces effervescentes qui sont comme ça, mais qui ne sont pas canalisées. Et puis, vous avez des menaces, threats, puisque nous ne vivons pas seuls, qu'il y a des menaces qui nous guettent, mais il y a aussi des risques. Alors, les menaces sont pratiquement réelles, parfois même instantanées, mais les risques sont potentiels.
Je crois que les mots que vous avez cités, les concepts ou les termes clés, libérer les énergies, surtout la jeunesse, qui n'est pas suffisamment intégrée dans les sphères décisionnelles, les capacity building, la construction des capacités, c'est très important. Et ça revient, cher Fayrouz, comme un leitmotiv dans les discours royaux. Depuis 1999, à chaque fois, il était question de renforcer ces capacités par une refonte globale du système d'éducation, d'enseignement et de la recherche scientifique, mais aussi de la formation professionnelle. Il faut également anticiper. Alors, l'anticipation ne pourrait se faire que si, par exemple, des think tanks adossés à des centres universitaires puissent travailler, comment dirais-je, en étroite collaboration, en symbiose. En symbiose. Bon, la jeunesse, on a parlé de ça, comment sanctuariser, comment, ça me rappelle ce que disait comment dirais-je, Michel Crozier, penser global, agir local. Les experts ont inventé un concept qui s'appelle la glocalisation. C'est une contraction de globalisation-localisation. Parce qu'aujourd'hui, les politiques locales peuvent avoir des incidences globales et les politiques mondiales ou globales peuvent avoir aussi des impacts locaux. Donc, il faut combiner les deux, tout à fait. Donc, il faut combiner les deux et créer une belle synergie et un mouvement de pensée. Un mouvement de pensée. Oui. Lorsqu'on parle aussi de l'acteur social, le citoyen, le citoyen responsable, on parle aussi qui forge ce citoyen responsable, c'est les trois institutions sociales, à savoir l'État, la famille, on commence par la famille, l'école et l'État, donc qui travaillent bien sûr en synergie. Et voilà, donc nous avons beaucoup d'énergie, nous avons beaucoup de ressources humaines et ressources naturelles aussi. Donc il faut juste, à mon avis, premièrement, canaliser les efforts et l'énergie aussi des MRE, par exemple. Et tu me pousses un petit peu de mentionner une chose très importante, que nous avons dépassé l'image de l'immigré, l'homme valise, le corps labeur. Nous sommes maintenant dans un esprit qui pense, qui réfléchit, non pas seulement qui envoie l'argent pour acheter des immeubles, ça c'est bien, mais acheter des immeubles, des belles maisons, ça c'est très joli aussi, c'est un confort et c'est un bien-être. Mais ce qui est beau aussi, c'est de participer à la richesse de toute une société, avoir une vision de société. Donc ça c'est magnifique, ça c'est magnifique. Et je pense que c'est notre rôle, c'est le rôle des chercheurs, c'est le rôle des notre centre Institut canado-marocain des études et recherches sur l'immigration et l'interculturalité, qui a pour mission aussi de créer toujours une certaine passerelle entre les deux rives, le Canada et le Maroc, et faire un transfert de savoir et un partage de savoir et d'expertise. Donc, Monsieur Zakaria, on vous remercie infiniment. Vraiment, il y a beaucoup de choses à creuser, mais je vous donne la parole si vous voulez, bien sûr, ajouter quelque chose sur ce qu'on vient de débattre. Je voudrais d'abord dire que moi, en tant que Marocain, je suis fier de ce que vous faites, cher Dr Fayrouz, puisque je vous connais il y a plusieurs années. Moi, je vous vois comme une personne qui incarne ce Maroc nouveau, mais aussi ce Maroc de l'espoir. Et que le rapport qui vient d'être rendu, tombe à point nommé, est à l'image de vos ambitions, ce que vous faites au sein de l'Institut. Et nous avons aujourd'hui des atouts, des opportunités, hélas, qui ne sont pas très bien fructifiées, pour ne pas dire exploitées, grâce à Internet, grâce aux réseaux sociaux, grâce à la datasphère aujourd'hui, à tout ce monde virtuel, on peut rapprocher les distances et faire en sorte que cette intelligence mobile, itinérante, qui est au monde, vous l'exprimez, je l'ai dit, si bien, parce que je sais que vous êtes patriote, doit être, à mon sens, intégrée quelque part dans un design institutionnel. Et le rapport, à la fin, justement, il consacre des développements en ce qui concerne la participation des Marocains du monde ou les citoyens du monde, ce sont des Marocains du monde, mais tout simplement, il faut donner un contenu concret aux dispositions de la Constitution de 2011, qui déjà en fait référence à la participation politique
des Marocains, entre autres, résidant à l'étranger. Maintenant, il faut passer à l'acte. Du discours, il faut donner un contenu concret à ces objectifs. Et comme vous avez dit, cher docteur Zakaria, il faut passer à l'action. Et lorsqu'on propose des idées, des projets pour notre pays, pour le Maroc, le Maroc qui est dans nos cœurs, qui voyage avec nous, nous sommes, comme je le dis toujours même en arabe, soufara bidoun awraq i'timad rasmi. Tout à fait. Nous représentons notre pays. Et le problème, c'est lorsque vous déposez des projets auprès des instances responsables, ils ne répondent même pas à l'appel. Ils n'expliquent même pas pourquoi les motifs de rejet de ce projet. Un projet, par exemple, je vous donne un exemple très concret. Dernièrement, j'ai déposé un projet qui touche la 3e génération pour l'apprentissage de la langue arabe et amazigh. Et j'ai trouvé des partenaires avec des professeurs, enseignants, donc pour enseigner les langues et Darija aussi aux enfants de la 3e génération de la communauté marocaine. Donc, nous avons, c'est notre institut qui a déposé le projet auprès du consulat ici à Montréal. Et j'ai même rencontré la ministre de l'immigration au Maroc, à Rabat, afin de voir, comment dirais-je, la faisabilité du projet, l'impact, mais nous n'avons reçu aucune réponse. Même non, on s'excuse, votre projet n'a pas répondu à des critères. Donc ça, d'abord, il faut enlever les barrières entre les instances institutionnelles. C'est ce que nous remarquons ici à Montréal, au Canada. La ville de Montréal, quand on dépose des projets auprès de la ville de Montréal, ils nous répondent par oui ou non. Et pourquoi votre projet n'a pas été accepté? Et même la consultante, il y a des conseillers qui appellent pour vous expliquer les motifs afin de se rattraper, afin peut-être de corriger, de trouver toujours des solutions. Donc, ils vous considèrent, vous, en tant qu'institution. Et c'est ça ce qu'on appelle la gouvernance. Pour moi, c'est ça, c'est du concret. C'est pas un concept, ça y est, c'est révolu. Il faut penser à un souffle nouveau pour un Maroc nouveau qui suit les perspectives de notre majesté, le roi Mohammed VI, qui avec son équipe, travaille jour et nuit pour le développement de notre pays. Et nous, en tant que Marocains, on aime notre pays, on veut le travailler, mais dans la fluidité et dans la transparence. Parce qu'il y a quand même beaucoup d'opportunités, le Maroc est un pays dans un endroit très stratégique, captivant. Même notre culture, c'est une culture de coton et qui absorbe d'autres cultures, je le dis toujours. Et c'est d'ailleurs, c'est pas mon idée à moi, c'est l'idée du feu Hassan II. Voilà, nous sommes vraiment émotionnels lorsqu'on parle de notre pays, mais mais restons bien sûr sur une note positive. Il faut canaliser les efforts pour arriver à des résultats effectifs. Merci beaucoup, docteur Zakaria Aboudaheb, professeur de droit public à l'Université Mohammed V, membre aussi expert sciences politiques de l'Institut ICR2I, d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous, docteur Fayrouz. Merci pour tout ce que vous faites et je vous souhaite une belle continuation. À vous aussi. Je vous donne, merci à nos spectateurs, je vous donne un autre rendez-vous avec un autre expert. Merci.